Je disais, c'est la grande bonne nouvelle sur le continent européen. Un plan à plus de 80 milliards d'euros investi par Intel sur 10 ans pour recréer un écosystème complet autour des semi-conducteurs. Bonjour Mickaël Moreau. Bonjour. Vous êtes le porte-parole d'Intel pour la France. Merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir nous aider à voir comment s'articule ce plan. Donc Intel, c'est le fabricant mondial des semi-conducteurs, un géant qui arrive en Europe, on est ravis. Donc c'est une bonne nouvelle, mais je voulais savoir déjà aujourd'hui quel était l'état des lieux finalement. Est-ce en Europe, sur le sol européen, on produit déjà des semi-conducteurs? Alors on produit effectivement des semi-conducteurs puisqu'on a déjà une usine en Irlande depuis 1989. Mais ce qu'il faut comprendre, si on fait un petit historique, c'est qu'à la fin des années 90, l'Europe produisait plus de 40% du semi-conducteur dans le monde. Aujourd'hui, c'est moins de 10%, c'est 9% pour être précis. Donc la production des semi-conducteurs... Donc maintenant, c'est une dépendance claire vis-à-vis de l'Asie. Exactement, la production de semi-conducteurs imposée partout dans le monde, est partie en Asie, ouais. Effectivement, parce que c'était une décision stratégique aussi de ces pays asiatiques de subventionner fortement, d'investir fortement dans ces domaines-là. Et du coup, on s'est aperçu, malheureusement avec la crise sanitaire, mais ça avait commencé un petit peu avant, qu'il y avait une dépendance trop forte vis-à-vis de ces pays-là, et qu'il y avait ce besoin, cette volonté de retrouver cette indépendance et d'avoir des capacités de production sur le sol européen. Parce que si on prend aussi les chiffres aux États-Unis, c'est un peu la même histoire. 37% des puces qui étaient fabriquées aux US en 90, 12% seulement en 2022. Le sujet, c'est le coût. C'est pas tant le sujet, le coût. C'est vrai que d'une part, il y a eu énormément de subventions et de volontés politiques de la part de ces pays asiatiques, mais c'était également une volonté politique de la part de l'Europe ou des États-Unis. Aujourd'hui, on s'est aperçu que le semi-conducteur, c'est ce qui allait provoquer les prochaines innovations. Ça fait partie de notre quotidien, on en utilise tous les jours, sans parfois qu'on le sache. Donc, il y a ce besoin d'avoir ces capacités de production sur le sol européen, de manière à permettre aux acteurs européens d'imaginer les prochaines innovations et de pouvoir du coup les construire en toute indépendance directement sur le sol européen. D'où ce plan de 80 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Alors, comment ont démarré les négociations avec l'Allemagne, la France, l'Irlande, avec les États membres qui sont directement concernés par ce plan d'investissement? Qui finalement est allé chercher qui? Alors en fait, ça fait partie d'un plan qu'on a annoncé il y a maintenant un peu plus d'un an, avec le retour de notre CEO, Pat Gelsinger, qui avait 3 différents aspects. Le premier, c'était augmenter nos capacités de production, donc construire de nouvelles usines, ouvrir une partie de ces capacités de production à des clients externes, ce qui n'était pas le cas auparavant, puis également aller chercher des capacités de production chez les autres fondeurs. Donc si on prend le premier volet, déjà il y a un an, il avait été annoncé l'ouverture d'usines aux États-Unis et l'ouverture d'usines en Europe. Donc c'est vraiment une volonté, avant même que toute discussion ait pu commencer. À partir du moment où il y a eu cette annonce, on a effectivement discuté avec l'Union européenne des différentes possibilités. Qui elle-même a annoncé un plan à 45 milliards d'investissements pour retrouver une fabrication de semi-conducteurs forte en Europe. C'est effectivement l'EU Chip Act, qui est totalement aligné en fait avec notre vision, avec notre volonté. Et donc le soutien de l'Union européenne nous a permis d'avoir des discussions, de voir un petit peu quels pourraient être les différents sites pour les différentes implantations, puisqu'on a annoncé à la fois une usine, aussi des centres de R&D. L'idée, c'est vraiment de recréer un écosystème complet qui va de la conception à la fabrication jusqu'au packaging des puces directement sur le sol européen. Donc ça nécessitait plusieurs endroits, et c'est pour ça qu'il y a des discussions qui ont lieu avec l'Union européenne, avec les différents pays, de manière à voir quels pouvaient être les sites potentiels et quels pouvaient être les meilleurs sites par rapport aux objectifs de chacun de ces investissements. Alors finalement, cette gigafactory, cette méga-usine qui va produire des semi-conducteurs en Europe chez Intel, elle sera installée en Allemagne. Et la France, elle, aura l'honneur de récupérer la partie R&D, recherche et développement. Comment est-ce qu'ont été faits ces choix? Pourquoi plutôt l'usine en Allemagne? Pourquoi la R&D en France? Alors, l'usine, c'est pas tant qu'elle est en Allemagne, c'est qu'elle est à Magdebourg. C'est-à-dire qu'on voit ça vraiment d'un prisme européen. Et Magdebourg rassemblait beaucoup des critères extrêmement importants, à savoir l'infrastructure. Magdebourg est située au centre de l'Europe, très bien relié, de manière à pouvoir desservir tous les pays, de pouvoir aussi travailler plus facilement avec tous les fournisseurs. Il y a également la partie talent, le fait d'avoir beaucoup d'universités aux alentours, parce qu'une usine, à terme, c'est plus de 3000 emplois extrêmement qualifiés, donc on a besoin d'avoir cette main-d'œuvre qui soit proche. C'est également le côté énergétique.
l'accès à l'eau, l'accès aux énergies renouvelables, mais également le fait d'avoir de la place. Parce qu'il faut voir, c'est que cette usine, à terme, va représenter 600 terrains de football d'ici une dizaine d'années. Donc l'usine, le choix de Magdebourg, s'est fait par rapport à ces différents critères. La France, on récupère le centre européen dédié au HPC, donc les supercalculateurs, et à l'intelligence artificielle, notamment parce qu'il y a cet historique d'innovation dans ces domaines-là en France, avec des partenaires comme le CEA, comme Atos, qui sont des spécialistes. On a également les Parce universités. que vous allez vous installer sur le plateau Paris-Saclay. Exactement. Et donc, il y a déjà les universités, il y a le CEA qui est à côté, Atos n'est pas loin. Donc, une nouvelle fois, ça faisait extrêmement sens par rapport aux atouts de la région de Saclay de venir installer ce centre européen en France. Et il y aura une extension de l'usine aussi en Irlande. Exactement. Aujourd'hui, donc, on a annoncé dans le cadre de ce plan de 80 milliards à terme, première tranche de 33 milliards, 12 milliards vont aller dans l'extension de l'usine en Irlande, de manière à doubler les capacités de production et à la mettre à l'état de l'art en termes de technologie de gravure. C'est ce qu'on appelle chez nous Intel 4. Donc c'est déjà un premier pas intéressant. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on va avoir comme type de puces, comme génération de puces qui seront fabriquées en Europe? Alors l'objectif pour l'usine allemande, donc, qui va commencer sa production en 2027, c'est d'être à ce moment-là à l'état de l'art. C'est ce qu'on appelle l'ère angstrom, c'est-à-dire en dessous du nanomètre. Donc des puces impossibles à voir à l'œil nu. Et ça sera vraiment ce qui se fera de mieux dans le monde, puisqu'on a pour objectif chez Intel, d'ici 2024, d'être les leaders incontestés concernant les procédés de fabrication. Et au moment où l'usine allemande va ouvrir, ça sera l'état de l'art, ça permettra aux clients qui feront produire leurs puces dans cette usine de bénéficier de cela. Et alors justement, les échéances, parlez-nous un peu des échéances. Alors si on prend l'usine à Magdebourg, la première pierre sera posée en 2023 pour une ouverture prévue en 2027. Et concernant le centre européen en France, il va commencer à être opérationnel dès cette année. On va commencer les premiers recrutements cette année. On a un premier palier, un premier objectif, c'est d'avoir recruté 450 personnes d'ici 2024 et à terme avoir recruté 1000 personnes pour travailler dans ces domaines que sont l'HPC et l'AI, qui sont ceux qui vont amener les prochaines grandes innovations dont vont bénéficier l'ensemble des citoyens. Et alors, j'ai noté aussi un point intéressant, hein, si on reparle de cette question de la dépendance aujourd'hui vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est. Il y aura une entité, l'Intel Foundry Services. Oui. Vous dites pour aider les Européens à devenir plus autonomes dans la fabrication de puces. Ça fait partie Comment de la stratégie d'Intel. En fait, on va prendre une usine, par exemple, il y a des capacités de production, et notre entité IFS va dédier une partie de ces capacités de production à tout type de client. C'est-à-dire qu'un client européen peut être intéressé par venir faire fabriquer ses propres solutions dans nos usines, et il va discuter avec cette entité-là pour savoir comment le faire et quelle capacité de production il va pouvoir avoir. On pense notamment au secteur de l'automobile, puisque aujourd'hui, le coût semi-conducteur d'une voiture, c'est 4%, une voiture haut de gamme, ça va monter à 20% d'ici 2030. Donc, des besoins qui vont être quintuplés. Donc, ils vont avoir besoin de ces capacités de production. On a vu aussi que c'était un secteur qui avait subi de plein fouet la crise sanitaire et le fait notamment d'avoir des problèmes d'approvisionnement. Donc, on pense évidemment que le secteur automobile va être très intéressé par ces capacités de production sur le sol européen. Hein. Alors, si on compare quand même aux États-Unis où vous êtes aussi en train de construire des usines, il y en a 2 dans l'Ohio avec un investissement de 20 milliards de dollars, 3000 emplois à la clé, ouverture en 2025. Et puis, il y a 2 autres usines dans l'Arizona avec 20 milliards. Alors là, c'est l'échelle encore supérieure. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'une usine est amenée à évoluer. C'est-à-dire que les annonces qui ont été faites aujourd'hui pour Magdebourg, ce sont les 2 premières tranches d'une usine. Donc, pour un montant de 17 milliards de dollars. Une usine, ce qu'on appelle nous une méga fab, ça peut monter jusqu'à 8 tranches. Et ça, c'est l'objectif à terme d'ici une dizaine d'années, ce qui peut amener l'investissement, rien que pour l'usine qui sera située à Magdebourg, aux alentours de 70-80 milliards de dollars, ce qui est colossal. Et ça, c'est sans compter les 30 milliards d'investissements qui seront faits en Irlande depuis la création de l'usine. Donc l'Europe, il y a des investissements très forts de la part d'Intel sur le sol européen. Bon, je vous repose quand même cette question du coût, parce que fabriquer en Europe, ça coûte beaucoup plus cher que fabriquer en Asie du Sud-Est. Effectivement. Comment est-ce que vous espérez rentabiliser ces investissements? C'est la partie aide publique qui permet cela? Effectivement, c'est important d'être soutenu par les pouvoirs publics, puisque comme vous l'avez dit, il y a une différence de coût de l'ordre de 40 à 50% pour produire des puces entre les pays asiatiques et les pays européens.
notamment parce qu'en Asie, ces secteurs sont fortement subventionnés. Donc il est extrêmement important qu'on soit compétitif, et pour être compétitif, il faut être accompagné par les pouvoirs publics, ce qui permettra aussi d'accélérer cette transition et cette indépendance. Et l'EU Chip Act a exactement cette volonté d'accompagner les différents acteurs pour retrouver ces capacités de production et cette R&D aussi directement sur le sol européen. Merci beaucoup, Mickaël Moreau, porte-parole pour Intel France, de nous avoir expliqué comment vous comptiez articuler cet investissement de plus de 80 milliards sur 10 ans en Europe dans la fabrication de semi-conducteurs et la reconstruction finalement d'un écosystème ici. Vous allez suivre la suite de l'émission parce qu'à la fin de cette édition, on va parler dans le monde du logiciel libre d'une petite pépite qu'Intel a rachetée. Mais tout de suite, c'est le moment du talk à la une de Smart Tech. Aujourd'hui, on parle de levier de cyberdéfense pour mieux se protéger contre les risques d'une cyberguerre.